Bien quelques éléments sur cette électrolyse de l'eau. Donc on souhaite faire l'électrolyse de l'eau. Alors pour le montage, bien sûr un montage d'électrolyseur, donc avec un générateur de tension ici. Le générateur de tension est branché de telle façon que si on identifie ces pôles plus et moins, les électrons fuient le pôle moins du générateur. Donc ils arrivent sur l'électrode qui sera forcément la cathode, car on observera une réduction, ici H+, qui donne H2. Et de l'autre côté, les électrons vont vers la borne plus du générateur, donc quittent l'électrode. On est en présence d'une oxydation, ici, l'eau qui évolue, qui s'oxyde en dioxygène. Plus précisément, nous avons ici les demi-équations et l'équation bilan. Donc première équation, la réaction de réduction, d'accord. Les ions H+, et le dihydrogène qui est formé avec le potentiel d'électrode, donc avec les conventions habituelles, disons des pressions un peu fictives mais standardisées pour H2 et O2. Et pour O2, 1,23 moins 0,06 pH. Ensuite, en sommant les demi-équations, on trouve l'équation bilan de la réaction, donc l'eau qui forme du dioxygène et du dihydrogène. Voilà. Donc là, il y aura un coût énergétique, d'accord. Vous voulez passer de l'eau vers les espèces gazeuses. Inversement, si vous avez une pile à combustible, vous ferez réagir le dioxygène et le dihydrogène pour dégager de l'énergie et former de l'eau. Alors ensuite, si on discute un petit peu des courbes d'intensité potentielle, alors comment on construit la courbe d'intensité potentielle? Alors bien sûr, on vous dit que c'est les seules réactions présentes. Ensuite, je commence en oxydation. Donc en oxydation, cette réaction-là, donc le couple de l'eau, H2O, donc pas de palier de diffusion parce qu'on a le solvant ici. Et on vous dit que la surtension anodique à vide pour dégagement du dioxygène sur carbone, c'est 0,40 volts. Donc si l'électrode est une électrode de carbone ici, eh bien je décale de 1,23 et je démarre à 1,63. Voilà pour l'idée de cette courbe-là en oxydation. Maintenant, en réduction, nous avons deux possibilités. Soit la réduction sur platine, avec une surtension à vide de moins 0,2 volts, soit la surtension sur électrode de carbone avec la surtension indiquée. Donc j'ai représenté qualitativement les deux courbes en réduction, H+ sur H2, partant de 0 à pH égale 0, et dessinant les deux courbes en réduction sur platine ou sur carbone. Lorsque vous allez faire la réaction, vous allez imposer une certaine tension, on va y revenir, et la puissance à fournir, ce sera bien sûr le produit de la tension à fournir fois le courant. Donc pour un courant donné, eh bien, si la tension augmente, vous aurez une puissance plus grande, et pour un courant donné, vous aurez forcément une quantité de produit formé qui sera donnée. Donc vous avez intérêt de prendre le E minimal, d'accord, qui est celui qui est obtenu lorsque vous avez l'électrode de platine. Si vous prenez une électrode de carbone, le E à fournir sera plus important et donc la puissance pour une même quantité de dioxygène formé sera plus grande, donc en rendement plus faible. Donc on choisit une électrode de platine qui catalyse mieux la réaction de H+ sur H2. Et alors ensuite, donc on se maintient sur les courbes vertes. Donc la solution, c'est les courbes vertes, carbone en oxydation et platine en réduction. Ensuite, on cherche un point de fonctionnement. Bon, là, je fais ça un peu arbitrairement, mais rappelez-vous que le courant est forcément opposé. Donc, je prends deux valeurs de courant opposées, et connaissant ces deux valeurs de courant qui sont opposées, eh bien, je prolonge sur les courbes pour trouver le potentiel d'électrode en fonctionnement à l'anode. Bien comprendre ce potentiel-là, ce n'est pas le potentiel de Nernst, ni le potentiel avec surtension à vide, parce qu'après, il y a la surtension en fonctionnement, d'accord, et certain courant débité, d'accord, le E dépendra de I, d'accord, donc vous serez en ce point-là au niveau de l'oxydation. Et en réduction, vous coupez avec la courbe qui est ici, et vous serez en ce point-là au niveau de la réduction. Donc ça, c'est le point en fonctionnement. Je peux redire un mot du fonctionnement à vide, donc ça, c'est le minimum à fournir, d'accord. Donc, à minima, il faudrait vous placer entre 1,63 et moins 0,2, ce qui fait 1,83 volts. Mais pour cette valeur minimale, vous aurez I égale 0. Donc vous n'avez pas de courant en fait. Donc il faut mettre à minima 1,83 et plus si vous voulez que la réaction se déroule. Donc par exemple ici, pour une tension de l'ordre de 2 volts, vous avez un certain courant qui circule. Et pour trouver ce courant, il suffit simplement de prolonger les valeurs avec le courant opposé dans les deux cas.
Alors attention que ce E d'électrolyse n'est pas la tension réellement du générateur. En effet, quand vous avez le générateur qui est ici, donc ça je peux renommer ça E générateur, la tension aux bornes du générateur doit enfin vaincre la différence de potentiel pour que la réaction devienne possible. D'accord? Donc ça c'est le E électrolyse pour un courant donné. Et donc en convention récepteur, en force contre-électromotrice, si vous voulez, pour la force de l'électrolyseur. Et ensuite, il ne faut pas oublier que la cellule, d'accord, d'électrolyse a une certaine résistance. Et donc en fait, vous avez équivalent à l'électrolyseur, donc un générateur et une force contre-électromotrice et vu qu'on est en convention récepteur et une résistance. Donc en fait, la tension du générateur qu'il faut fournir, c'est E électrolyse, qui est la partie chimie, si vous voulez, plus le RI. On ne parle pas trop de ça dans l'énoncé, mais enfin, il y a un RI en toute rigueur. Et donc maintenant, si on multiplie par I, eh bien, on voit que la puissance à fournir par le générateur sera la puissance au niveau de l'électrolyseur, plus un terme en RI carré, d'effet Joule. Donc en fait, on n'a pas forcément intérêt d'aller trop haut en courant, parce que certes, si on augmente le courant, donc en conclusion, on peut dire que si I augmente, V réaction augmente, ça c'est sûr, mais P dissipé augmente également. D'accord? Donc la puissance dissipée par effet Joule augmente, et donc en termes de rendement, forcément, vous perdez en rendement. Voilà. Il faut bien faire attention que parfois on ne vous parle pas de ce terme-là, mais sur la courbe intensité potentielle, vous verrez la tension minimale à fournir pour réaliser l'électrolyse à courant fixé, mais il faut souvent rajouter le terme RI pour avoir la vraie tension du générateur. Voilà pour l'idée, c'est-à-dire la chute ohmique qui se passe au niveau de la cellule. Alors une dernière remarque, si vous aviez décalé le pH, ça aurait décalé les courbes. Par exemple, si vous êtes à pH 2, eh bien, vous devez décaler la courbe de ici moins 0,12 et pareil moins 0,12, mais en fait à pH 2, les deux courbes vont être décalées, donc chacune des courbes est décalée, mais vu que les deux courbes vont subir le même décalage, la tension imposée reste la même. Voilà pour l'idée. Donc en fait, le pH va décaler les potentiels, mais ne changerait pas pour le coup la tension à fournir. Enfin, dernier aspect sur l'aspect plus quantitatif. Donc pour trouver une quantité formée, toujours la même méthode, on s'intéresse à la charge qui a circulé. On dit que c'est d'une part le courant mesuré à l'ampèremètre fois la durée de l'expérience, mais c'est aussi le nombre d'électrons qui ont circulé, le nombre de moles d'électrons qui ont circulé fois la charge en valeur absolue d'une mole d'électrons. Et simplement, si on se reporte à la demi-équation, on voit que pour 1 demi-O2, il faut 2 électrons. Donc si on multiplie ici par 2, on verra qu'on aura 1 O2 pour 4 électrons. Donc en fait, il y a 4 fois plus d'électrons que de dioxygène. Donc en fait, le nombre d'électrons, c'est 4 fois le nombre de moles de dioxygène. Donc on met 4 NO2. Et pour terminer, on se place dans l'hypothèse des gaz parfaits. On écrit que le nombre de moles, c'est PV sur RT. On n'a plus qu'à renverser la formule pour isoler VO2. Donc RT repasse de l'autre côté. Et 4PF au numérateur. Pour l'application numérique, 40 mA, une durée de 3600 secondes, la constante des gaz parfaits, une température de 25 degrés Celsius, une pression atmosphérique et 85 500 coulombs par mol pour la constante de Faraday. Bien sûr, on a tout mis dans le système international d'unités, la réponse sort dans le système international d'unités, et donc éventuellement on peut convertir à la fin en millilitres si on le souhaite. Voilà. Donc, se rappeler que pour un électrolyseur, ce qu'on veut, c'est essentiellement que la tension à fournir soit la plus petite possible, d'accord, parce qu'il y aura toujours des effets Joule. Alors après, on fait un compromis entre un temps pour faire la réaction, donc en augmentant la tension, on va bien sûr avoir la possibilité d'avoir une réaction plus rapide, un courant qui augmente, au détriment de l'effet Joule, donc il faut trouver un compromis. Alors, il arrive parfois aussi qu'il faut faire attention parce que d'autres réactions pourraient démarrer. Bon, là, on a le mur du solvant, donc ça ne se produit pas, mais pour d'autres électrolyses, il faut être attention que parfois, lorsqu'on augmente la tension, le risque, c'est qu'une autre réaction démarre. Et attention qu'ici, j'ai mis les valeurs à pH égale 0, mais si on avait un pH différent de 0, il faudrait décaler d'autant de moins 0,06 pH des deux côtés. Bien sûr, le montage de départ, etc., etc. Voilà pour ces petits compléments.